Le chien refusa de quitter le porche pendant 3 jours d'affilée. Rusty s'était installé sur ses planches usées par les intempéries comme s'il s'agissait d'un sol sacré, et rien de ce que Mercy Whitmore essayait ne pouvait le faire bouger d'un pouce. Elle se tenait dans la cour poussiéreuse, les mains sur les hanches, fixant le chien rouillé qui avait été l'ombre de son oncle pendant 8 ans. Les yeux de l'animal reflétaient quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une détermination désespérée, presque humaine, qui lui donnait la chair de poule. Chaque fois qu'elle s'approchait des marches du porche, Rusty montrait les dents et poussait un grognement grave qui semblait venir de plus loin que sa gorge. Mercy était venue régler rapidement et discrètement les affaires de Jébidia rapidement et discrètement les affaires de Jébidia. Le vieil homme était mort seul dans son sommeil, retrouvé 3 jours plus tard par un voisin venu prendre de ses nouvelles. C'était assez simple, vendre le terrain, mettre aux enchères les biens et retourner à sa vraie vie en ville. Mais ce chien rendait tout impossible. Elle avait tout essayé. Elle avait dispersé de la nourriture dans la cour pour l'attirer loin de là, elle avait mis une corde autour de son cou, qu'il avait rongé en quelques minutes, elle avait même jeté des pierres pour l'effrayer, ce qui ne faisait que le rendre plus déterminé à rester devant la porte d'entrée, ses pattes massives écartées comme s'il protégeait quelque chose de précieux. Le plus étrange n'était pas son obstination, mais l'endroit où il avait choisi de se poster, non pas près de la tombe de Jébidia derrière la maison, ni dans la chambre du vieil homme où son odeur persistait, mais juste là, sur le porche, plus précisément sur une partie des planches qui semblait identique à toutes les autres. Mercy essuya la sueur de son front et jeta un coup d'œil au soleil couchant. Elle avait prévu de faire nettoyer et mettre en vente la maison avant la fin de la semaine. Au lieu de cela, elle était prise au piège dans une impasse avec un animal qui semblait savoir quelque chose qu'elle ignorait. Alors que l'obscurité s'installait sur le ranch isolé, Rusty commença à creuser, ses griffes grattant le bois avec une persistance rythmique, travaillant au même endroit qu'il avait gardé toute la journée. Le son résonnait dans la maison vide comme un message qu'elle ne comprenait pas, mais ce qu'elle découvrit le lendemain matin lui fit comprendre que certains secrets refusaient de rester enfouis et que certaines loyautés étaient plus profondes que la mort elle-même. La lumière du matin révéla de profondes rayures sur les planches du porche, là où Rusty avait travaillé toute la nuit. Mercy s'agenouilla à côté des marques et passa ses doigts sur les entailles dans le bois. Elles n'étaient pas aléatoires. Le chien avait creusé un rectangle parfait, comme s'il savait exactement où quelque chose était caché. Elle essaya de repousser cette pensée. Les animaux n'avaient aucune connaissance des secrets enfouis, mais lorsqu'elle plongea son regard dans les yeux ambrés de Rusty, elle y vit quelque chose qui lui noua l'estomac. De l'intelligence, de la détermination, et sous-jacente à tout cela, une douleur si vive qu'elle en eut le souffle coupé. Mercy avait à peine connu son oncle lorsqu'elle était enfant. Jébidia était le paria de la famille, le frère qui avait disparu dans la nature après une dispute tacite avec son père. Elle l'avait vu peut-être 5 fois dans sa vie, toujours lors de funérailles où il tenait à l'écart des autres, le chapeau à la main, sans rien dire. Maintenant, elle était la seule famille qui restait pour s'occuper de ses affaires, et cet animal têtu la faisait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le vieil ermite. Elle se dirigea vers la grange pour aller chercher un pied de biche, l'esprit en ébullition. Peut-être y avait-il quelque chose de valeur enterré sous le porche, de l'argent, des bijoux, quelque chose qui rendrait tout ce voyage utile. Mais lorsqu'elle revint avec l'outil, le comportement de Rusty a changé dès qu'elle a mis le pied sous le porche avec le pied de biche. Il a arrêté de creuser frénétiquement et s'est assis parfaitement immobile, remuant la queue pour la première fois depuis son arrivée. C'était comme s'il avait attendu qu'elle comprenne. Mercy a coincé le pied de biche entre les planches que Rusty avait marquées. Le bois était vieux mais solide, et il lui a fallu beaucoup d'efforts pour dégager la première planche. Le sol en dessous était meuble et avait été récemment remué, non pas par les griffes de Rusty, mais par des mains humaines. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'elle dégageait la 2e planche, puis la 3e. Rusty observait en silence, respirant rapidement et superficiellement, comme s'il retenait son souffle en attendant quelque chose d'important dans le trou qui s'agrandissait. Quelque chose reflétait la lumière du matin, le coin de ce qui semblait être une boîte métallique soigneusement enveloppée dans un tissu huilé. Mais lorsque Mercy tendit la main pour l'attraper, ses doigts touchèrent quelque chose de complètement différent, quelque chose qui la fit reculer d'un bond en haletant. C'était du tissu, vieux et décoloré, mais qui faisait indubitablement partie d'une robe, et en dessous, la courbe pâle de ce qui ne pouvait être qu'un os humain. Mercy trébucha en arrière, les mains tremblantes, tandis qu'elle fixait la tombe peu profonde sous le porche de son oncle.
La boîte métallique se trouvait à côté de ce qui étaient indubitablement des restes humains, un crâne partiellement visible à travers le tissu pourri d'une robe de femme, les os petits et délicats. Rusty haletait doucement et s'approcha du trou, son énorme. Elle baissa la tête comme en signe de révérence. Ce n'était pas la découverte d'un trésor, mais d'une tombe, et le chien en avait été le fidèle gardien. Son esprit envisagea toutes les possibilités, chacune pire que la précédente. Son oncle avait-il tué quelqu'un? Était-ce pour cela qu'il avait vécu en ermite, portant le poids d'un meurtre dans cet endroit isolé? Cette pensée la rendait malade, mais elle ne pouvait détourner les yeux des preuves qui se trouvaient devant elle. Elle se força à examiner la scène plus attentivement. Les os ne présentaient aucun signe évident de violence, aucune fissure ni fracture qui détournait les yeux des preuves qui se trouvaient devant elle. Elle se força à examiner la scène plus attentivement. Les os ne présentaient aucun signe évident de violence, aucune fissure ou fracture qui aurait pu indiquer une lutte. La robe, bien que décolorée et détériorée, avait autrefois été de grande qualité, avec des broderies complexes le long de ce qui restait du col. Cette personne avait dû être importante pour quelqu'un. La boîte en métal attira à nouveau son attention. Elle était fabriquée en étain, le type de métal utilisé pour stocker des documents ou des photographies précieux. Les doigts tremblants, elle la souleva de l'endroit où elle reposait à côté des restes. Elle était plus lourde que prévu et quelque chose bougea à l'intérieur lorsqu'elle la déplaça. Rusty la regarda attentivement tandis qu'elle portait la boîte jusqu'aux marches du porche, la queue immobile, mais dans une posture alerte et attentive. Quels que fussent les secrets que renfermait ce contenant, le chien semblait connaître leur importance. Le couvercle s'ouvrit avec une facilité surprenante, révélant un contenu qui coupa le souffle à merci. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dizaines de photos représentant toute la même femme. Elle était belle, avec des cheveux foncés et des yeux doux, vêtue de la même robe qui gisait maintenant en lambeaux dans la tombe. Mais ce qui fit s'arrêter le cœur de Merci, c'était l'homme qui se tenait à côté d'elle sur chaque photo. C'était son oncle Gébodia, mais plus jeune qu'elle ne l'avait jamais vu, et il n'était pas seul avec cette femme mystérieuse. Sur de nombreuses photos, il posait avec un petit enfant, une petite fille qui avait ses traits sévères et son doux sourire. Au fond de la boîte se trouvait un certificat de mariage. Le papier était jauni par le temps, mais les mots étaient encore lisibles. Gébidia Hall et Ruth Crenshaw, mariés il y a 23 ans. Et en dessous, un certificat de naissance pour leur fille Sarah Hall, née au printemps suivant. Merci s'effondra sur les marches, les documents éparpillés autour d'elle. Son oncle n'a pas choisi d'être un ermite, il était veuf, père, et d'une manière ou d'une autre, sa femme et son enfant avaient fini enterrés sous son porche alors qu'il avait passé des décennies à garder leur lieu de repos. Mais si Ruth était là, où était l'enfant et pourquoi personne n'avait jamais mentionné que Gébodia avait une famille? Merci resta assise, figée sur les marches du porche, fixant les photos éparpillées sur ses genoux. Sur chaque image, Gébidia semblait sincèrement heureux, contrastant fortement avec l'homme sombre et silencieux dont elle se souvenait lors des réunions de famille. Le sourire de Ruth était radieux et l'enfant entre eux rayonnait de la joie innocente d'une fille aimée. Mais seule Ruth était enterrée sous le porche. Où était Sarah? Rusty vint se blottir contre Merci, son corps chaud pressé contre sa jambe pour la première fois depuis son arrivée. Le chien semblait calme, comme si sa veille était enfin terminée. Il avait fait ce qu'il devait faire, il l'avait conduite à la vérité. Elle prit l'une des photos et examina le visage de la petite fille. Sarah ne pouvait pas avoir plus de 5 ou 6 ans sur ces photos, avec ses boucles sauvages et la mâchoire déterminée de son père. L'acte de naissance confirmait qu'elle devait avoir environ 28 ans maintenant, l'âge de Merci. Un souvenir lointain mais persistant remonta à la surface. Il y a des années, lors des funérailles de sa grand-mère, elle avait entendu sa mère chuchoter à une tante à propos du comportement honteux de Gébidia et de la façon dont il avait abandonné ses responsabilités. À l'époque, Merci avait supposé qu'elle faisait référence à son refus d'aider dans les affaires familiales. Maintenant, elle se demandait s'il y avait plus à cette histoire. Elle fouilla plus profondément dans la boîte en fer blanc et trouva des lettres attachées par un ruban décoloré. Le papier était fragile, mais l'encre restait lisible. C'étaient des lettres d'amour de Ruth à Gébodia, écrites d'une main soignée qui témoignait d'une éducation et d'un raffinement. Un passage fit serrer la gorge de Merci. « Mon très cher Geb, Sarah me demande de toi tous les soirs. Je lui dis que travaille dur pour nous offrir une belle vie, mais je vois le doute dans ses yeux.
Elle est trop jeune pour comprendre pourquoi son papa ne peut pas être là. Les lettres dépeignaient une séparation non pas par choix, mais par nécessité. Ruth avait été malade. Les dernières lettres mentionnaient des visites chez des médecins dans des villes lointaines, des traitements qui l'obligeaient à s'éloigner du ranch pendant des semaines. La dernière lettre, datée d'il y a un peu plus de 20 ans, était différente. L'écriture de Ruth était tremblante, faible. Le médecin dit qu'il n'y a plus rien à faire. Promets-moi de dire à Sarah combien je l'aimais, combien je suis fier de la fille forte qu'elle est en train de devenir. Prends soin de notre fille, mon amour, elle aura besoin de toi plus que jamais. Mais si Ruth était morte il y a 20 ans, pourquoi était-elle enterrée ici plutôt que dans le cimetière de la ville, et pourquoi la famille agissait elle comme si Sarah avait n'a jamais existé. Les mains de Mercy tremblaient lorsqu'elle prit le dernier objet dans la boîte, une petite enveloppe adressée à Sarah, dans le style familier de Jebediah. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété du ranch et une lettre qui expliquait tout. Ma précieuse fille, si tu lis ceci, c'est que Rusty a fait son travail et t'a ramené à la maison. Je prie pour que tu puisses pardonner à un vieil idiot qui pensait te protéger. Sarah, la petite fille sur les photos, n'était pas seulement la fille de Jebediah, elle était la fille qu'il avait donnée pour la protéger d'une chose terrible, et Mercy n'était pas sa nièce qui réglait ses affaires. Elle était Sarah Hall, et elle était enfin rentrée à la maison. La lettre entre les mains de Mercy, entre les mains de Sarah, contenait des mots qui détruisaient tout ce qu'elle croyait savoir de sa vie. Ma précieuse fille, ta mère n'est pas morte de maladie, comme j'ai laissé croire à tout le monde. Elle a été assassinée par des hommes qui voulaient cette terre, des hommes qui menaçaient de te tuer ensuite si je pas renonçais à nos droits. Je l'ai enterrée ici, sous notre maison, pour qu'elle soit toujours près de moi. Puis j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je t'ai confié à la famille de mon frère en leur disant que tu étais une cousine orpheline nommée Mercy Whitmore. Je pensais que si ces hommes croyaient que tu étais morte toi aussi, tu serais en sécurité. Le monde de Sarah s'est effondré. Les parents qu'il avait élevés n'étaient pas ses parents. Son oncle Jebediah était son père et sa vraie mère était enterrée à quelques mètres de là, où un chien fidèle l'avait gardée pendant des décennies. Elle a continué à lire, la vue brouillée par les larmes. Je t'ai regardé grandir de loin, je t'ai vu devenir la femme forte que ta mère rêvait que chaque réunion de famille était une torture. Je voulais te serrer dans mes bras pour te dire la vérité, mais je savais que te garder en vie signifiait te tenir à l'écart. Les hommes qui ont tué Ruth ont formé une société foncière qui achète des terres par la violence et la peur. Ils sont puissants maintenant, respectables, mais je n'ai jamais oublié leur visage. Les mains de Sarah tremblaient lorsqu'elle arriva au dernier paragraphe. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que tu peux connaître la vérité en toute sécurité. Ce ranch t'appartient de droit. C'est le sang et la sueur de ta mère qui l'ont construit, et aucune somme d'argent ni aucune menace ne pourrait me pousser à le vendre à ces meurtriers. Mais fais attention, ma chère fille. Les secrets des morts ont le don de réveiller de vieux ennemis. Méfie-toi des étrangers qui posent des questions. Fais confiance à Rusty, il sait mieux que quiconque distinguer les amis des ennemis. Au bas de la lettre figurait une liste de 3 noms, ceux des membres de la Blackwood Land Company qui avaient tué Ruth Holt 23 ans auparavant. Sarah reconnut immédiatement l'un d'entre eux. Le juge Harrison Blackwood, l'homme qui lui avait récemment envoyé une offre d'achat du terrain de Jebediah pour le double de sa valeur estimée. Si vous étiez Sarah, que feriez-vous? Affronteriez-vous les hommes qui ont assassiné votre mère et volé votre enfance, ou vendriez-vous le terrain et disparaîtriez avant qu'ils ne découvrent qui vous êtes vraiment? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir quel choix vous feriez, car la décision de Sarah déterminera si justice sera enfin rendue pour les meurtriers de Ruth Holt. Si vous appréciez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Rusty leva soudainement la tête, les oreilles dressées vers l'avant. Au loin, des nuages de poussière signalaient l'approche de cavaliers. 3 hommes à cheval se dirigeaient délibérément vers le ranch. Sarah sentit son sang se glacer lorsqu'elle reconnut le manteau noir distinctif et le chapeau à bord argenté du cavalier de tête. Le juge Harrison Blackwood venait récupérer ce qu'il pensait être son dû, sans savoir qu'il se dirigeait droit vers la fille dont l'existence était censée être un secret enterré avec sa mère. Sarah rassembla rapidement les photos et les documents et les remit dans la boîte en fer. Son esprit tournait à toute vitesse tandis qu'elle regardait les 3 cavaliers s'approcher. Le juge Blackwood chevauchait avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais eu à subir les conséquences de ses actes, flanqué de 2 hommes plus jeunes qui se comportaient comme des gardes du corps. Elle avait peut-être 5 minutes avant qu'ils n'atteignent la maison.
Rusty grogna doucement à côté d'elle, le même grognement protecteur qu'il avait poussé lorsqu'elle avait essayé de s'approcher du porche pour la première fois, mais elle comprenait maintenant qu'il ne protégeait pas le lieu de sépulture contre elle, mais qu'il la protégeait contre les hommes qu'il avait créés. Le cœur de Sarah battait à tout rompre lorsqu'elle prit sa décision. Ces hommes lui avaient volé sa mère, son père et 23 ans de sa vie. Elle ne s'enfuirait pas, elle les avait affrontés en tant que fille de Rutholt, et non en tant qu'enfant effrayé qu'ils avaient essayé d'effacer. Elle remit soigneusement les planches du porche en place sur la tombe de sa mère, ne laissant aucune trace de sa découverte. La boîte en fer blanc fut cachée dans la maison, sous une planche mal fixée dans la cuisine. Lorsque les écrivains s'arrêtèrent devant la clôture, Sarah était assise calmement sur les marches du porche, Rusty à ses côtés, ressemblant à s'y méprendre à une nièce en deuil réglant les affaires de son oncle. Le juge Blackwood descendit de cheval avec une aisance acquise par l'habitude. Malgré son âge avancé, c'était un homme grand, aux cheveux argentés et au regard froid, qui balayait la propriété d'un œil calculateur. Les deux hommes qui l'accompagnaient restaient à cheval, les mains posées nonchalamment près de leurs armes. Mademoiselle Whitmore, je présume, dit Blackwood d'une voix qui reflétait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Je suis le juge Harrison Blackwood. Je crois que vous avez reçu mon offre pour cette propriété. Sarah acquiesça, s'efforçant de rester impassible malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. C'était l'homme qui avait assassiné sa mère, qui avait menacé de tuer un enfant, qui avait détruit sa famille et ne ressentait aucun remords. Juge Blackwood, répondit-elle en se levant lentement, je n'attendais pas de visiteur. Je m'excuse de cette intrusion, mais le temps presse. J'ai des acheteurs impatients de développer ce terrain et je ne voudrais pas que vous manquiez une occasion aussi généreuse. Son sourire était celui d'un prédateur expérimenté. Votre oncle était obstiné concernant mes offres précédentes. J'espère que vous seriez plus raisonnable. La menace était subtile mais sans équivoque. Sarah sentit Rusty tendu à côté d'elle, l'instinct du chien percevant le danger que représentaient ces hommes. Elle pensa à son père, qui avait passé des décennies seul avec son chagrin et sa culpabilité, sans jamais savoir si son sacrifice l'avait vraiment protégé. Ce terrain a une valeur sentimentale, dit Sarah avec prudence. Je ne suis pas sûre d'être prête à vendre. L'expression de Blackwood se durcit légèrement. La valeur sentimentale ne paie pas la nourriture ni le logement, mademoiselle Whitmore. Une jeune femme seule dans ce ranch isolé. Les accidents arrivent, les animaux sauvages, les tempêtes, les bandits. C'est un endroit dangereux pour quelqu'un sans protection. Sarah less points. Il la menaçait, tout comme il avait menacé sa famille il y a toutes ces années, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. J'apprécie votre sollicitude, dit-elle d'une voix calme malgré la rage qui montait en elle, mais je pense que je m'en sortirai. L'un des hommes de Blackwood se déplaça sur sa selle et Sarah aperçut le reflet de l'acier sous son manteau. Ce n'étaient ni des hommes de loi ni des hommes d'affaires, mais des tueurs, tout comme il y a 23 ans. Mais ce qui allait se passer ensuite prouverait que certaines dettes ne peuvent jamais être effacées et que certaines filles n'oublient jamais le nom de leur mère. Blackwood s'approcha du porche, ses bottes cirées crissant sur le gravier. Peut-être ne comprenez pas la gravité de votre situation, mademoiselle Whitmore. Ce terrain repose sur un gisement minéral précieux. Ma société a investi des ressources considérables pour sécuriser le territoire environnant. Nous ne nous laisserons pas dissuader par une femme têtue. Le cœur de Sarah battait à tout rompre, mais elle tint bon. Et qu'est-il arrivé aux autres propriétaires terriens têtus qui ont refusé de vendre? Quelque chose brilla dans les yeux de Blackwood, surpris peut-être qu'elle posait une question aussi directe. Ils ont fini par entendre raison où ils sont partis, comme les Crenshaw il y a 23 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Blackwood se raidit et ses deux compagnons échangèrent des regards vifs. Sarah avait tout misé sur cette seule question, et d'après leur réaction, elle savait qu'elle avait atteint sa cible. « Je ne connais pas ce nom », dit lentement Blackwood, mais sa voix avait perdu son ton confiant. « Vraiment ? Parce que mon oncle a conservé des archives très détaillées. Des coupures de journaux, des déclarations de témoins, les noms des hommes qui se sont rendus chez les Crenshaw la nuit où Ruth Crenshaw a disparu. » Sarah bluffait, mais après avoir observé pendant des années les manœuvres politiques de son père adoptif, elle avait appris à lire dans les yeux des hommes comme Blackwood. La peur se glissait dans son regard. Rusty se leva soudainement, le poil hérissé, sentant le changement de tension.
Le chien se plaça entre Sarah et les trois hommes, un grognement grave grondant dans sa poitrine. C'est une histoire intéressante, dit Blackwood, la main se dirigeant vers son manteau. Mais les vieilles histoires ont tendance à mourir avec ceux qui les racontent. La menace était explicite. Sarah réfléchit rapidement aux options qui s'offraient à elle, sachant que ses prochains mots détermineraient, dit Blackwood en portant la main à son manteau. Mais les vieilles histoires ont tendance à mourir avec ceux qui les racontent. La menace était désormais explicite. Sarah passa rapidement en revue les options qui s'offraient à elle, sachant que ses prochains mots détermineraient si elle vivrait assez longtemps pour voir justice être rendue à sa mère. Vous avez raison, dit-elle en reculant vers la maison. Les histoires meurent, mais pas les preuves, surtout lorsqu'elles ont été envoyées au bureau du marshal territorial avec pour instruction de les ouvrir si quelque chose arrivait à Mercy Whitmore. C'était un mensonge éhonté, mais prononcé avec suffisamment de conviction pour faire hésiter Blackwood dans ce moment d'incertitude. Sarah se précipita vers la porte d'entrée et la claqua derrière elle. Elle entendit Blackwood jurer et donner des ordres à ses hommes à travers la fenêtre. Elle les regarda se déployer autour de la maison. Ils ne partiraient pas sans ce qu'ils venaient chercher. Son silence était définitif, mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils étaient venus pour tuer Mercy Whitmore, la nièce effrayée d'un ermite, mais ils avaient trouvé Sarah Hall, la fille du. La femme qu'ils avaient assassinée avait été élevée par des loups déguisés en agneaux et était tout aussi dangereuse que son père l'avait été. Sarah, sur la défensive, récupéra la boîte en fer blanc dans sa cachette et se dirigea vers la fenêtre arrière. Si elle pouvait atteindre la grange, elle pourrait monter à cheval et aller chercher de l'aide. Mais lorsqu'elle regarda dehors, son sang se glaça. D'autres cavaliers approchaient par l'arrière, au moins 6 hommes, tous armés, coupant toute voie de fuite. Blackwood n'était pas venu pour négocier ou menacer, il était venu terminer ce qu'il avait commencé 23 ans auparavant. Piégée dans la maison, encerclée par des hommes armés, Sarah sentit le poids de 23 ans d'injustice peser sur elle comme un nuage d'orage. Mais alors qu'elle serrait la boîte en fer contenant la preuve de son identité et du meurtre de sa mère, quelque chose d'inattendu se produisit. Rusty se mit à aboyer, non pas pour donner l'alerte, mais dans ce qui ressemblait presque à une célébration. Par la fenêtre avant, Sarah comprit pourquoi, une file de cavaliers franchissait la colline derrière Blackwood, leurs insignes brillants sous le soleil de l'après-midi. Le shérif du territoire et ses adjoints, au moins une douzaine d'hommes, étaient arrivés, armes à la main. Blackwood fit faire demi-tour à son cheval, la confusion remplaçant la confiance sur son visage. « Qu'est-ce que cela signifie, juge Blackwood » cria le shérif Wade Thornton, sa voix portant à travers la cour. « Vous et vos hommes devez vous éloigner immédiatement de cette maison. » L'esprit de Sarah était en ébullition. Comment le shérif avait-il su de sa venue? Elle ne lui avait envoyé aucune preuve. Était-ce un bluff désespéré? Mais en regardant la scène se dérouler, elle remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. L'un des adjoints n'avait envoyé aucune preuve, c'était un bluff désespéré, mais en observant la scène, elle remarqua quelque chose qui fit bondir son cœur. L'un des adjoints tenait un morceau de papier familier, le même acte qui se trouvait dans la boîte en fer de Jébidia. La réponse lui vint en un éclair. Son père avait été plus intelligent qu'ils ne l'avaient tous compris, la véritable preuve n'a pas été enterrée avec Ruth ni cachée dans la maison. Jébidia avait tout documenté légalement des années auparavant, avec des instructions pour que tout soit remis au marshal à sa mort. L'acte transféré à Mercy Whitmore avait été le déclencheur qui avait activé sa dernière protection pour sa fille. « Marshal, il y a eu un malentendu », dit Blackwood, son masque de politicien se remettant en place. « Je menais simplement des affaires légitimes avec 9 hommes armés entourant une seule femme. » Marshal Thornton descendit de cheval, la main posée sur son arme. « Nous avons reçu des documents intéressants ce matin, juge, des comptes rendus détaillés d'acquisitions foncières impliquant des menaces, des violences et la disparition de la famille Crenshaw en 1868. » Sarah monta sur le porche, la boîte en fer blanc dans les mains. Pour la première fois de sa vie, elle prononça son vrai nom à voix haute. « Je Sarah Hall, fille de Jébidia Hall et Ruth Crenshaw Hall, et j'ai la preuve que ces hommes ont assassiné ma mère. » Cette confession frappa Blackwood comme un coup physique. Son visage pâlit tandis qu'il fixait la femme qu'il croyait avoir effacée de l'histoire. « Impossible, l'enfant est morte avec sa mère. »« Non, » répondit Sarah, sa voix résonnant dans la cour avec la force de 23 ans de vérité refoulée.
L'enfant avait survécu, elle avait grandi et elle était revenue chez elle pour enterrer sa mère dignement et obtenir justice. Ce qui suivit fut rapide et définitif. Face aux preuves documentées de Jebediah et aux témoignages de Sarah, les hommes de Blackwood ont capitulé sans combattre. Le juge lui-même a tenté de s'enfuir, mais il a été capturé avant d'atteindre la clôture. Alors que le soleil se couchait sur le ranch, Sarah s'est agenouillée près de la tombe de sa mère, en présence du shérif Thornton. Ils ont soigneusement exhumé la dépouille de Ruth pour l'enterrer dignement dans le cimetière de la ville, où une pierre tombale porterait enfin son vrai nom. Rusty reposait paisiblement à proximité, sa longue veille terminée. Le chien avait tenu la promesse faite à son maître, protégeant le secret jusqu'au moment opportun, guidant la vérité vers sa destination au moment où cela comptait le plus. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne. Sarah reconstruisit le ranch, à la fois comme exploitation bovine et comme mémorial au sacrifice de ses parents. Elle épousa un homme bon qui comprenait que certaines blessures mettent des générations à guérir, et leurs enfants grandirent en connaissant toute la vérité sur le courage de leur famille. Blackwood mourut dans la prison territoriale, sa société foncière fut dissoute et ses actifs rendus aux familles qui l'avaient fait du tort. Les 2 autres hommes qui avaient tué Ruth ont été condamnés à de longues peines, payant enfin pour des crimes qu'ils pensaient avoir enterrés avec leurs victimes. Rusty a vécu 5 ans de plus, assez longtemps pour voir le premier enfant de Sarah faire ses premiers pas sur le porche où il montait autrefois la garde. Lorsqu'il est mort paisiblement dans son sommeil, ils l'ont enterré à côté de la maison qu'il avait protégée, avec une pierre tombale sur laquelle était inscrit « Fidèle jusqu'à la mort ». Le ranch prospéra sous la garde de Sarah, devenant un lieu où la justice avait enfin trouvé sa place, et chaque soir, elle s'asseyait. Sur ce porche est racontée à ses enfants l'histoire de leurs grands-parents, la femme qui les aimait avant même leur naissance et de l'homme qui avait tout sacrifié pour les protéger. Au final, certains secrets sont faits pour être enterrés, mais la vérité a toujours le don de refaire surface, surtout lorsqu'elle est protégée par un amour éternel. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir une histoire encore plus captivante que celle-ci, avec des mystères plus profonds que le sang et des révélations qui feront battre votre cœur à toute allure. Cliquez sur la vidéo dès maintenant.